Bonjour, nous sommes le samedi 12 septembre, il est 11h30. Je vous enregistre la capsule Vive la génomique 9 avec un tout nouveau sujet. C'est le génotype DIO2. DIO2, donc on est dans la sphère de la fonction thyroïdienne, très importante. Beaucoup de problèmes, beaucoup de gens insatisfaits de leur équilibrage thyroïdien. Quelque chose de très commun, donc ceci va représenter un très gros sujet et j'ai prévu au moins 3 capsules là-dessus. Bon, aujourd'hui je vais vous présenter les éléments de base. On va faire assez simple pour cette première capsule, on approfondira ensuite. La fonction thyroïdienne est extrêmement importante pour le corps humain. Les hormones thyroïdiennes ont des récepteurs dans absolument toutes les cellules de l'organisme. Et donc, c'est une fonction qui est régulée de manière très précise, très efficace, vraiment high-tech, ce management des hormones thyroïdiennes. Et la caractéristique, si vous voulez, c'est que pour avoir un réglage fin, on procède avec des pro-hormones, une pro-hormone, je ne sais pas pourquoi je dis des, une pro-hormone, enfin il y en a beaucoup, on peut le mettre au pluriel aussi, et cette pro-hormone, beaucoup de gens la connaissent, vous en avez entendu parler, c'est la thyroxine, et beaucoup de gens en prennent d'ailleurs en tant que traitement, la L-thyroxine. L parce que c'est l'évoqué, c'est une question de conformation dans l'espace, comme un gant de main gauche par rapport à un gant de main droite, mais l'hormone naturelle c'est la L-thyroxine. Et on la surnomme aussi T4 parce qu'elle est constituée d'un squelette carboné qui résulte de la fusion de 2 molécules de tyrosine. Donc la tyrosine est un précurseur de cette pro-hormone qui elle-même est le précurseur de l'hormone active. Donc 2 tyrosines accolées, équipées de 4 atomes d'iode. Donc les atomes d'iode se fixent 2 sur chaque fragment de tyrosine et vous avez donc la T4 avec 4 atomes d'iode. Ça c'est une pro-hormone, elle est inactive. Pourquoi ? Parce que les récepteurs aux hormones thyroïdiennes ne sont pas prévus pour la T4, ils sont prévus pour la T3. Donc, facile à comprendre, on doit enlever un atome d'iode. Et précisément, la DIO2, qui est donc le gène dont je vous parle aujourd'hui, mais comme d'habitude qui correspond à un enzyme, mais la DIO2, très logiquement, correspond à la déiodinase 2. Vous entendez ici, ça résonne. Nous sommes dans un mur d'enceinte, nous sommes dans un village médiéval, hautement médiéval, qui a été fondé il y a largement plus de 1000 ans, peut-être pas cette muraille, mais en tout cas le château que vous verrez à la fin, toujours avec le petit épisode culturel et animalier à la fin, parce que vous aurez deviné, Goliath m'accompagne, et il fait des siennes. Allez Goliath, viens. Il se fait caresser. Donc cette T4 doit devenir de la T3, en enlevant un atome d'iode, pas n'importe lequel, toujours le même, parce que si on enlève un autre atome d'iode, eh bien on a quelque chose de tout à fait différent, qu'on va appeler la T3 reverse, et qui est presque l'inverse de la T3. Vous voyez que toute la disposition spatiale dans ces molécules est extrêmement importante, mais je vous parlerai de la T3 reverse, donc quand on enlève cet autre atome d'iode. Je vous en parlerai davantage dans une capsule ultérieure. Aujourd'hui, on se tient aux faits de base. Et donc, c'est essentiellement cette conversion de la T4 en T3, qui est d'ailleurs le sous-titre de cette vidéo. Et cette conversion est extrêmement importante parce qu'elle correspond à l'activation des hormones thyroïdiennes, l'activation des pro-hormones T4 en hormones actives T3. Et donc ça, c'est du très lourd. Vu le rôle de la T3, je vous dis, la T3 est impliquée dans tout. Toutes les cellules du corps humain ont des récepteurs à la T3, pas à la T4. Et donc, vous ne pouvez pas trouver une fonction dans l'organisme, un organe,
un tissu qui ne soit pas dépendant de l'activation, de la régulation par la T3. Donc, c'est pour ça que les symptômes du manque d'hormones thyroïdiennes peuvent être extrêmement variés et vont être infiniment différents d'un patient à l'autre, et donc c'est un sujet complexe. Cette régulation, donc cette activation de la T4 en T3 est donc maîtrisée par cette déiodinase, et la déiodinase en elle-même est une enzyme complexe avec plusieurs cofacteurs et un élément trace qui est le sélénium, qui est un constituant plutôt qu'un cofacteur, mais évidemment on peut l'appeler cofacteur puisque c'est quand même indispensable à l'activité de l'enzyme. Mais en fait, le sélénium est présent dans l'enzyme. Et ce n'est pas quelque chose qui active l'enzyme ou qui le régule, ou qui la régule. Vous savez que le mot enzyme peut être aussi bien féminin que masculin. Et donc, ce sélénium fait partie de la chaîne d'acides aminés qui constitue la protéine ou l'enzyme, sous forme de sélénocystéine. La sélénocystéine est un acide aminé assez particulier, assez peu connu. Il n'y a que 22 protéines du corps humain qui contiennent cette sélénocystéine, donc c'est beaucoup plus rare que les autres acides aminés qui sont partout et tout le temps. Mais cette sélénocystéine va jouer des rôles importants parce que ce sont 22 protéines qui comptent dans notre métabolisme, et beaucoup de ces protéines se trouvent dans la thyroïde. Donc la thyroïde est très sélénium dépendante. La thyroïde est l'organe dans le corps humain qui contient le plus de sélénium, à cause justement de l'abondance de ces sélénoprotéines, dans lesquelles chaque fois le sélénium est apporté via la sélénocystéine. Bon. Et cette sélénocystéine est un 22e acide aminé. Moi, quand j'ai fait mes études de médecine il y a très longtemps, comme certains vont le souligner, et je suis d'accord avec ça, eh bien, on parlait de 21 acides aminés. On ne parlait pas de sélénocystéine. Donc, c'est le 22e qui a été ajouté à la liste, finalement, il n'y a pas si longtemps. Donc le sélénium est crucial. L'iode, vous aurez compris, est crucial, puisqu'il y a 4 ou 3 atomes d'iode. Donc sans iode, sans sélénium, pas de fonction thyroïdienne correcte. Et puis les cofacteurs proprement dits, très important aussi. Le numéro 1, je pense qu'on peut dire que c'est le zinc. Le cuivre est un cofacteur également. Donc il faut s'assurer qu'il n'y a pas de gros déficit en zinc surtout. Bon, le cuivre, c'est quelque chose d'assez délicat. Il faut faire attention avec le cuivre qui peut facilement devenir pro-oxydant et donc toxique. Pas trop vite conclure à... non, là, Goliath, non, ça c'est un beagle. Pas aller le déranger dans son jardin. Et les beagles sont des chiens gentils. Et donc, ce zinc va être souvent déficitaire. C'est un élément trace qui est largement consommé par le stress, donc il est très souvent déficitaire. Il a tendance à être déficient dans l'alimentation. Il y en a beaucoup dans les huîtres, mais on ne peut pas se gaver d'huîtres pour compenser la consommation du zinc par le stress. Dans le sport aussi, il y en a beaucoup dans la transpiration. Donc il y aura souvent besoin de supplémenter en zinc. Le cuivre, il faut être beaucoup plus prudent. Il faut être certain qu'il y a effectivement un manque de cuivre avant d'en donner. Je pense que les chiens, oui, il y a des chiens là derrière qui sont en train de faire leur business de chien. Et voilà, Goliath est à mes pieds. Ces cofacteurs pourraient aussi inclure le fer. Bon, ça c'est un peu discuté. Je ne considère pas nécessairement pour ma part qu'on a besoin de fer pour convertir T4 en T3, mais le fer joue un rôle important dans la thyroïde parce qu'il est le constituant de la thyroperoxydase, qui est un enzyme héminique qui donc nécessairement contient du fer. Et donc, s'il y a un déficit en fer, on va aussi avoir des problèmes thyroïdiens parce que la thyroperoxydase est l'enzyme
indispensable pour construire une hormone thyroïdienne. C'est en fait l'enzyme à tout faire pour synthétiser les hormones thyroïdiennes. Et donc le fer est également important. Et puis je citerai aussi la vitamine A. Dans une certaine mesure, la vitamine E, parce qu'elle joue un rôle dans toutes les membranes. Et il y a beaucoup de trafic de membranes. Vous imaginez toute cette histoire d'iode, etc. C'est un métabolisme très complexe et très sophistiqué. Je ne peux pas expliquer ici dans le cadre de ces capsules. Je vous renvoie à mes conférences qu'il y a sur mon site internet. Mais la vitamine A, elle, vraiment, tout déficit va nuire à la bonne activité thyroïdienne. Donc c'est encore quelque chose que vous devez tester et supplémenter en cas de déficit. Bon, voilà un peu la mise en scène générale pour cette conversion de T4 en T3. Et évidemment, revenons au DIE2, parce que c'est ça l'enzyme. Et puisque nous sommes dans la génomique et que je vous ai parlé d'un génotype, eh bien, vous aurez compris que cette DIE2 va avoir des fluctuations de rendement en fonction du génotype. Et on est dans un cas relativement classique où il y a seulement 2 positions. C'est pas comme dans la POE où il y en a 3. Il y a 2 positions. Il y a la position sauvage, wild, et la position variant. Et donc vous avez 3 génotypes possibles. Sauvage homozygote, 2 copies sauvages. Sauvage variant, donc hétérozygote, et puis homozygote variant, 2 mauvaises copies. Alors, grosse différence, et je mets des S, grosse différence ici par rapport aux 2 génotypes à 2 positions que nous avons déjà explorés, qui sont LCT et FUT2, parce que dans les 2 cas, LCT et FUT2, vous aviez un génotype hétérozygote normalement fonctionnel. Il n'y avait pas de baisse de fonction chez les patients hétérozygotes. Goliath me fait faire des... Ça, c'est du typique. Et donc, ici, c'est différent parce que le génotype hétérozygote, TA, T est la version sauvage, A est la copie variante. Donc, TT, c'est homozygote sauvage, TA, c'est hétérozygote. Les patients TA ont une baisse de fonction thyroïdienne. Elle est modeste, ok? Donc on ne doit pas sauter dessus en hurlant, en se disant la T3 va être en péril. Ça peut jouer un rôle, mais ça ne devrait en général pas jouer un rôle majeur, ok? Je vais bien vous citer mon exemple. Bon, je suis TA, donc c'est assez fréquent, hein, et bien que prenant un traitement de L-thyroxine depuis des dizaines d'années, j'ai un apport de T3 très minime. Mais j'en prends un tout petit peu, vraiment des quantités infimes, mais si je ne m'y tiens pas, je ne suis pas correctement équilibré. Donc, je suis TA. Alors, évidemment, le problème vient plutôt des patients homozygotes variants, AA, DIO2 AA, homozygote variant, qui ont une fonction thyroïdienne un peu plus problématique parce qu'ils ont un peu plus de difficultés pour convertir la T4 en T3. Je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent tous être soutenus pour la T3, surtout s'ils n'ont pas de plainte, pas de symptômes. Bon, on ne va pas médicaliser des choses qui n'ont pas besoin d'être médicalisées, mais quand il y a des plaintes ou quand il y a un traitement de thyroxine, il y a souvent besoin d'aller voir un peu du côté de la T3 et là je vous présenterai dans des capsules ultérieures les différents moyens qu'on a de soutenir la T3. Ce n'est pas nécessairement des prescriptions, hein, il y a des choses légères où on peut en tout cas et avant tout s'assurer que tous les cofacteurs sont en ordre pour déjà ne pas partir sur une conversion de T4 en T3 qui est défavorisée par manque de sélénium, par manque de zinc,
vérifier le cuivre, vérifier la vitamine A, s'assurer aussi qu'il n'y a pas un manque d'iode. Bon, il y a quand même et le fer dont je vous ai parlé, il y a quand même du travail. Donc, chez ces patients DIO2 AA, il y a une baisse de fonction sensible. Mais, refaisons la comparaison avec les deux génotypes précédents, LCT et FUT2. Chez ces patients-là, quand ils étaient homozygotes variants, il n'y avait pas de fonction du tout. Ici, il y a une fonction, mais elle est ralentie. Vous voyez, c'est ce cas-ci le plus typique. Hein. Par hasard, pure coïncidence, on a commencé avec des génotypes un peu atypiques, chez lesquels la version homozygote variante était totalement incapable d'assurer la fonction. En général, cette fonction est affaiblie, mais elle n'est pas supprimée. Donc, très important de vérifier chez tous ces patients qui ont des plaintes thyroïdiennes si éventuellement ils n'ont pas un problème de conversion T4 en T3, et le génotype fait partie de cette vérification. Il est un fait que cet aspect reste méconnu. Il est également légèrement controversé, c'est-à-dire que la littérature sur l'importance de la DIO2 n'est pas encore tout à fait très claire. Il y a beaucoup d'études, mais elles n'arrivent pas à des conclusions totalement indiscutables. Hein. Si vous voulez, l'école anglaise n'est pas très en faveur de la DIO2, mais l'école américaine, elle, l'est. Et bon, moi, je suis inspiré par le professeur Bianco, qui est l'ancien président de l'American Thyroid Association, donc quelqu'un de très classique. Hein. C'est certainement pas un médecin alternatif ou non conventionnel. Et lui est vraiment convaincu qu'on peut aider les patients via l'identification du génotype DIO2 et surtout les AA, hein, les homozygotes variants, et adapter les traitements pour ces patients-là quand ils sont sous traitement thyroïdien, de façon à ce qu'ils soient mieux équilibrés et qui n'aient plus ces plaintes d'hypothyroïdie qu'on entend souvent chez les gens qui sont sous thyroxine et qui n'ont pas une satisfaction, qui trouvent qu'ils n'ont pas complètement corrigé leurs symptômes de départ. Et alors, les médecins sont souvent embarrassés, ils essayent d'augmenter la thyroxine, mais alors il y en a trop, donc ça donne d'autres effets, d'autres plaintes, un peu contradictoires d'ailleurs. Et si on s'obstine chez des patients comme ça à ne faire que des traitements à base de T4 sans favoriser la conversion en T3, eh bien, on se retrouve bloqué. On ne trouve jamais la dose de T4 idéale. Et c'est fréquent, c'est très fréquent. C'est pour ça que j'essaie de populariser ce génotype et cette approche qui permet de personnaliser davantage. Donc c'est toutes les bases de la génomique. Hein. La génomique a pour but d'aider, enfin pour but, je ne sais pas si c'est son but, mais en tout cas son utilisation a pour but d'aider les médecins, et en particulier les médecins fonctionnels qui font attention à tous ces détails, à mieux personnaliser le traitement des patients thyroïdiens. Alors, surtout ne voyez pas dans cette DIO2 éventuellement la version homozygote variante, ne voyez pas là une excuse à donner de la T3 à tout va, c'est pas ça du tout. Moi j'utilise autant le DIO2 AA, donc l'homozygote variant, pour me dire que je dois être plus vigilant sur la T3, pas nécessairement en donner, mais parfois évidemment il faut en donner, que les homozygotes sauvages TT, chez qui je me dis à long terme, je ne vois pas pourquoi je continuerai à leur donner de la T3, ou certainement il faut leur en donner moins à long terme,
Parce qu'en réalité, s'ils veulent faire de la T3, ils ont la capacité génétique pour le faire. Voyez. Donc j'utilise le génotype dans les deux sens pour donner plus de T3 ou pour donner de la T3 si je n'en donnais pas chez des sujets variants. Et exactement l'inverse, plutôt être réservé sur la prescription de T3 chez les sujets homozygotes sauvages TT. Vous voyez, donc ça c'est élégant, ça c'est de la personnalisation, ça c'est de la médecine fonctionnelle, aidée, perfectionnée par la connaissance de la génomique et en particulier ici du génotype DIO2. La semaine prochaine, dans la prochaine capsule sur le DIO2, je vous présenterai de manière un peu plus détaillée des choses qui sont importantes aussi comme la T3 reverse, le rôle du stress notamment dans la conversion que je n'ai pas abordé aujourd'hui. Le stress bloque la conversion de T4 en T3 et vous envoie vers la T3 reverse. Et puis à un moment donné, il faudra aussi que je vous évoque les possibilités de justement en pratique soutenir cette T3. Je vous dis, j'y reviendrai certainement plusieurs fois et vous pouvez me poser des questions pour justement influencer ces prochaines capsules via les commentaires YouTube ou via ma page Facebook, voire via mon site internet. Libre à vous de choisir la voie par laquelle vous me parlez. Voilà, je vous remercie et je vais enchaîner tout de suite avec la petite partie culturelle. Alors bon, je me retourne. Faut-il encore que j'arrive à vous montrer ce que je veux vous montrer. Voilà, et donc on est dans ce village médiéval qui est bien mignon et que je vous montrerai brièvement dans les quelques minutes qui suivent. Merci de votre attention et à la fois prochaine. Voici maintenant la partie culturelle, historique et un peu animalière que je vous réserve à la fin de mes capsules depuis quelques-unes. Et regardez, nous sommes aujourd'hui encore dans je trouve, un très bel endroit ici au Luxembourg, pas loin de chez moi, que je connaissais mais que je découvre et approfondis aujourd'hui davantage. Et ceux qui connaissent la région auront tout de suite reconnu, c'est le château d'Esch-sur-Sûre, qui est un château très ancien. La colline ici devant moi a été occupée déjà il y a très longtemps. Cette occupation a commencé à la fin du 8e siècle. Alors vous avez évidemment la présence très importante de Goliath, là, qui est dans son élément. Et vous avez le château tout juste devant. Et la tour carrée que vous voyez là exactement au milieu a été construite en 927. Donc, vous voyez, c'est un château qui a plus de 1000 ans, quand même assez impressionnant. Et ça, c'était le début. Et puis le château s'est énormément développé à la fin du XIe siècle. À la fin du XIe siècle, la seigneurie d'Esch-sur-Sûre comptait déjà 19 villages et allait jusque Diekirch, qui est quand même loin d'ici. Et donc, vous entendez? Goliath réclame de la promenade. Bon, écoutez, ça, on ne peut pas refuser. Vous avez entendu les bruits. Donc, je vais progresser tout doucement en terminant mon petit commentaire sur ce joli château. Vous avez ici un ouvrage certainement de nature hydroélectrique qui est placé sur la Sûre. Donc, ceci, c'est Esch-sur-Sûre. Vous avez là la Sûre qui vient de Belgique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Vaux-sur-Sûre également. Et je compte aller tourner un jour une vidéo dans ce coin-là. J'essaie de retrouver Goliath dans l'image. Et voilà. Et donc, ce château que je vous remontre à travers les arbres est resté plus ou moins en l'état. Tiens, Goliath, voilà. Il est resté plus ou moins en l'état, mais
il a quand même été démonté en partie lorsque Louis XIV, les troupes de Louis XIV en tout cas, ont pris Luxembourg et ont pris la forteresse de Luxembourg en 1685. Et la plupart des châteaux ont été démantelés ici au Luxembourg, sauf celui-ci, ou peu d'entre eux en tout cas. Mais ici, le mur d'enceinte a été préservé parce qu'il est truffé d'habitations. Donc on a maintenu les habitations donc sans vraiment altérer le mur d'enceinte. Alors je vais peut-être vous en montrer un petit bout. Bon voilà, on progresse ici dans le bois. J'utilise mon stabilisateur, ce qui fait que vous voyez que c'est pas toujours bien maîtrisé parce que c'est nouveau pour moi, mais c'est quand même plus logique d'utiliser ça. Et alors ce château est également connu, et le village d'Esch-sur-Sûre, qui est l'ancien village féodal, qui est très intégré dans la muraille et qui est rassemblé autour du château, est connu également parce que il a fait l'objet d'une visite d'un personnage célèbre, c'est Victor Hugo, qui est venu visiter le village, que vous allez retrouver maintenant tout de suite. J'arrive sur un petit pont, voilà. On va dézoomer. Et ce personnage célèbre qui a visité Esch-sur-Sûre n'était autre que Victor Hugo. Et je crois me souvenir que c'était en 1871. Voilà. Goliath fait son petit... Goliath, viens! Goliath, viens! Il fait peur, hein, il est grand. Et donc voilà, écoutez, je ne vais pas le faire trop long. L'important quand même dans ces capsules, c'est la partie médicale, mais voilà, j'aime bien la petite partie finale et vous montrer quand même aussi du Goliath qui est assez fan. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Au revoir.